October Pérez n'avait pas d'autre choix que de confier sa vie aux adultes qui l'entouraient. Elle n'avait que 2 ans et avait besoin de ces adultes pour prendre soin d'elle. En juin 2011, cette confiance sera brisée lorsqu'une de ces personnes lui ôtera la vie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à notre chaîne. Merci et passons à l'affaire. October. Anne Pérez est née le 10 janvier 2009. Sa mère, Christy Pérez, était mariée à un homme nommé Freddy Pérez, mais il s'est rapidement avéré qu'il n'était pas le père de l'enfant. Christy avait tenté de cacher le fait qu'elle avait trompé son mari, mais la vérité a éclaté lorsque le test ADN a confirmé que le véritable père de la fillette était un homme nommé Michael Arndt. Suite à cela, Christy et Freddy se sont séparés, bien qu'ils ne se soient jamais officiellement divorcés. À un certain moment, Christy a entamé une relation avec un homme du nom de David Wayne Hyslop. April Hall, la mère de Michael, parlera plus tard publiquement de l'état de sa petite fille après que Christy ait commencé sa relation avec David. Comme Michael était dans l'armée et souvent déployé, April utilisait son droit de visite pour passer du temps avec October lorsque son père était absent. Elle a remarqué que la fillette présentait régulièrement des ecchymoses et un jour, en la prenant pour une visite, elle a remarqué qu'elle ressentait de la douleur. Elle l'a emmenée à l'hôpital où une radiographie a révélé que la fillette avait un bras cassé. À ce moment-là, April avait déjà contacté une première fois le Centre de protection de l'enfance et de la famille, mais profitant d'un moment d'inattention de Christy, elle a demandé au personnel de l'hôpital de les alerter à nouveau. Le médecin a soutenu cette décision, trouvant suspect le fait que Christy ne pouvait donner aucune explication convaincante sur la manière dont sa fille s'était fracturé le bras. L'affaire a été confiée à une assistante sociale, Rachel Zins, qui a affirmé le lendemain qu'elle s'était entretenue avec le procureur du comté et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour retirer October de son foyer. Cependant, plus tard, le procureur du comté niera s'être jamais entretenu avec Rachel Zins. April déclarera plus tard que Rachel lui semblait totalement désintéressée par l'affaire, mais cette négligence allait s'avérer être une erreur monumentale. Le 23 juin 2011, David était chargé de s'occuper d'October. Christy déclarera plus tard qu'elle était absente de la maison car elle suivait un cours de secourisme, laissant David s'occuper de sa fille. Dans la maison située sur 4th Avenue à Great Falls, dans le Montana, vivaient également 2 autres adultes, le frère de David, Kendall Hyslop, et la fiancée de Kendall, Janetta. Le demi-frère d'October, fils biologique de Freddy Pérez, avait vécu quelque temps dans cette maison, mais à cette époque, il résidait déjà avec son père à Phoenix, en Arizona. 2 chiens vivaient également dans cette petite maison. À un moment donné dans la soirée, David a décidé de mettre October au lit. Son lit se trouvait au sous-sol, où le sol était recouvert d'une dalle en béton. Peu après, le frère de David, Kendall, a entendu David crier sur la fillette « Va dormir ». Puis il a entendu de violents bruits de coups, suivis d'un silence total. David est rapidement remonté à l'étage et a dit à son frère qu'il avait couché October et qu'elle dormait paisiblement. Lorsque Kendall lui a demandé ce que signifiaient ces bruits de coups, David a expliqué qu'il s'était cogné la tête accidentellement en descendant au sous-sol, dans la buanderie. Christy est rentrée à la maison environ 3 heures plus tard et a entendu October pleurer et gémir de douleur. La fillette faisait des bruits si forts que Christy pouvait les entendre depuis le salon, mais David l'a rassurée en lui disant qu'il s'agissait simplement d'un sanglot nocturne causé par un cauchemar. Christy témoignera plus tard qu'elle n'a pas vérifié l'état de sa fille. Elle et David sont sortis acheter à manger, puis ils ont eu des rapports sexuels. Ce n'est que lorsqu'elle est finalement descendue au sous-sol qu'elle a vu que la fillette continuait à émettre des sons, mais qu'elle ne réagissait pas à ses tentatives de la réveiller. Christy a alors appelé les secours et October a été transportée en urgence
à l'hôpital Bénéfice de Great Falls pour recevoir des soins médicaux. Le lendemain, elle a été transférée au Primary Children's Hospital de Salt Lake City pour un traitement spécialisé. Malgré les efforts des médecins du service de soins intensifs, l'état d'October a continué de se détériorer et le 25 juin, 2 jours après avoir subi ses blessures, elle est décédée. La cause du décès a été enregistrée comme un traumatisme crânien sévère. Michael Arndt était déployé en Afghanistan lorsqu'il a reçu la nouvelle que sa petite fille avait été grièvement blessée. Il a immédiatement entamé son retour aux États-Unis, mais l'état d'October s'est aggravé trop rapidement. À son atterrissage, sa fille était déjà morte. Dès sa première rencontre avec David Hislop, Michael ne lui avait pas fait confiance. Il ne le connaissait pas bien et ne l'avait rencontré qu'une seule fois, mais il avait immédiatement ressenti un profond malaise en sa présence. Plus tard, il déclarera que c'est précisément à cause de David qu'il avait récemment engagé un avocat pour tenter d'obtenir qu'October soit retiré du foyer où vivaient Christy, David, Kendall et Janetta. Il ne voulait pas que sa fille soit en présence de David, encore moins sous sa responsabilité. Sa pire crainte s'était désormais réalisée. October était morte alors qu'elle était sous la garde de David et Michael n'avait rien pu faire pour l'empêcher. Étant donné qu'il était évident qu'October n'était pas morte de cause naturelle, le personnel hospitalier et la police ont immédiatement suspecté qu'elle avait été victime de violences et ont demandé une autopsie. Les résultats de l'autopsie ont confirmé un traumatisme crânien sévère, ayant entraîné un œdème cérébral et une accumulation de sang à l'intérieur du crâne. Cependant, la blessure à la tête n'était pas la seule cause de sa mort. Le médecin légiste a également découvert une lésion inhabituelle et catastrophique de la colonne vertébrale. La blessure semblait être le résultat d'une force brutale ayant plié son corps contre un objet solide, causant de graves dommages à la colonne vertébrale. Le corps d'October présentait également des signes de maltraitance antérieure, avec de multiples blessures cicatrisées survenues au cours des derniers mois. L'enquêteur principal de l'affaire était le détective Noah Scott, qui était assis à côté du lit d'hôpital d'October dans ses derniers instants de vie. Il était présent lorsque les détails du don de ses organes ont été finalisés et lorsque son assistance médicale a été débranchée. Avant que ses signes vitaux ne disparaissent, le détective Scott s'est penché et a chuchoté à l'oreille de la fillette, lui promettant qu'il mènerait la meilleure enquête possible. Dès qu'il a été évident que les blessures d'October étaient suspectes, Scott a concentré son attention sur un seul suspect, David Wayne Hislop, l'homme qui avait été chargé de veiller sur elle la nuit de sa mort. Lors de son interrogatoire par la police, David n'a fait qu'accentuer les soupçons à son encontre. David a affirmé qu'il ne se souvenait pas de ce qui avait causé les bruits de coups que son frère avait entendus cette nuit-là. Il a dit qu'il pensait que ces bruits provenaient du fait qu'October lui avait échappé des mains et était tombé au sol, ou qu'il l'avait jeté accidentellement, faisant heurter sa tête contre le sol en béton du sous-sol. Finalement, il a choisi de s'en tenir à une version des faits. Alors qu'il la mettait au lit, elle lui aurait glissé des mains et il l'aurait laissé tomber. Dès qu'October a touché le sol, David a compris que quelque chose n'allait pas. Elle n'a ni crié ni pleuré et il a remarqué que ses bras et ses jambes tressautaient. Il aurait cru qu'elle s'était évanouie, alors il s'est contenté de la coucher dans son lit, de remonter les escaliers et de retourner dans le salon. Il n'est jamais retourné la voir. Et bien qu'il ait su qu'elle avait subi un traumatisme crânien, il n'a pas appelé les secours ni tenté de l'emmener à l'hôpital. L'avocat de David, Larry Lafontaine, a tenté de rejeter la faute sur la police de Great Falls, les accusant d'avoir permis que la mort d'October survienne. Il a évoqué une intervention policière antérieure dans cette même maison, quelques mois avant la mort de la fillette, après qu'un médecin inquiet ait signalé une blessure qu'il avait traitée sur elle. En effet, lorsqu'April avait emmené October à l'hôpital pour une fracture au bras,
Le médecin avait remarqué qu'elle avait également une ancienne fracture sur l'autre bras. En tant que professionnel tenu de signaler les cas de maltraitance infantile, il avait immédiatement alerté les autorités compétentes. Cependant, la police avait interrompu son enquête et transféré l'affaire au Centre de protection de l'enfance et de la famille. Rachel Zins, l'assistante sociale chargée du dossier, aurait passé 3 heures par semaine au domicile de Christy, mais elle avait tout de même conclu que les 2 fractures au bras étaient accidentelles. Cependant, les photos de la maison suggèrent qu'elle n'y avait probablement jamais mis les pieds. October et son demi-frère, lorsqu'il était présent, dormaient au sous-sol. Si cela n'a rien d'inhabituel en soi, puisque de nombreuses maisons ont des sous-sols aménagés, ce n'était pas du tout le cas ici. Le sous-sol était totalement inhabitable, avec un sol en béton nu, des poutres en bois non protégées, des fils électriques apparents et de la saleté partout. À l'intérieur, il y avait des pneus empilés, des morceaux de tôle, des blocs de béton et des déchets. Le reste de la maison était dans un état tout aussi désastreux. Lorsque les autorités ont commencé à enquêter sur la mort d'October, elles ont pris des photos montrant des larves de mouches dans le réfrigérateur et des couches sales éparpillées sur le sol. Soit l'assistante sociale n'avait jamais mis les pieds dans cette maison, soit elle était la pire assistante sociale du monde. En plus des conditions de vie catastrophiques des enfants, David avait déjà perdu la garde de ses propres enfants en Oklahoma en raison d'accusations liées à la drogue. Pourtant, le Centre de protection de l'enfance et de la famille n'a soit pas vérifié ses antécédents, soit tout simplement ignoré ces informations. Un autre avocat de David, Vince van der Hagen, a tenté de rejeter la faute sur les autres occupants de la maison. Il s'est adressé aux jurés en affirmant que, s'il condamnait David, le véritable meurtrier, la personne qui a infligé ces blessures à October Perez resterait en liberté et ne serait jamais tenu responsable de ses actes. Van der Hagen a reconnu qu'il était impossible que les blessures mortelles d'October aient été causées par un accident. Mais il a affirmé qu'elles avaient été infligées lors d'un autre incident en l'absence de David. Il a déclaré aux jurés que, s'il voulait découvrir qui était le véritable coupable, il devait en se demander qui avait un motif et qui en avait l'opportunité. La défense a souligné que, lors des premiers interrogatoires de police, le premier à fournir un alibi avait été le frère de David, Kendall. Van der Hagen l'a décrit comme un excellent menteur, une personne qui était restée calme pendant l'interrogatoire et avait rapidement convaincu les policiers de son innocence, échappant ainsi à un examen plus approfondi. Ils ne l'ont pas traité comme ils ont traité David Hislop, a déclaré l'avocat. Police de Great Falls, c'est lui que vous auriez dû interroger. Bien que Christy n'ait pas été présente lorsque la blessure fatale d'October a été infligée, Van der Hagen a affirmé qu'elle non plus n'était pas digne de confiance. L'avocat a appuyé son argumentation en se basant sur les résultats de l'autopsie. Le médecin légiste avait découvert 2 fractures à la colonne vertébrale. L'une s'était produite en même temps que la blessure mortelle à la tête, mais l'autre était plus ancienne, déjà en phase de guérison, et on estimait qu'elle remontait à plusieurs jours avant le drame. L'avocat a souligné que Christy n'avait jamais emmené October chez un médecin pour cette fracture à la colonne vertébrale, bien que cette blessure ait dû lui causer de terribles douleurs. Christy a témoigné qu'au cours des derniers mois, elle avait remarqué des ecchymoses et des blessures étranges sur le corps d'October, mais qu'elles apparaissaient toujours lorsqu'elle était absente de la maison. Elle demandait à David comment sa fille s'était blessée, et il affirmait systématiquement qu'il s'agissait d'un accident. La défense a affirmé que Christy n'était pas un témoin fiable. Si vous condamnez David Hislop uniquement sur la base du témoignage de Christy Perez, a déclaré Van der Hagen, vous condamnez un homme innocent, tandis que le véritable meurtrier reste en liberté. En tentant de diriger les soupçons vers Kendall et Christy, les avocats de la défense ont exhorté le jury à rester objectif et à examiner toutes les preuves, au lieu de prendre une décision sur la base de l'émotion.
Vous pouvez protéger cet enfant, vous pouvez suivre la loi et faire ce qui est juste, a plaidé l'avocat. Vous pouvez rendre un verdict équitable et acquitter David Hislop. Certes, Christie ne peut peut-être pas être considérée comme totalement innocente dans cette affaire. Même si l'on prend son témoignage pour argent comptant, ce qui est loin d'être certain, elle a dû faire preuve d'une négligence extrême pour avoir remarqué à plusieurs reprises des ecchymoses sur son enfant, sans chercher sérieusement à en comprendre la cause. Il est également évident que Christie n'a pas procuré à October les soins médicaux nécessaires lorsqu'elle en avait besoin. La fillette avait souffert d'une fracture de la colonne vertébrale et d'un bras cassé à des moments différents, et aucune de ces blessures n'avait été soignée. La vérité, c'est que Christie était très probablement consciente des abus dont sa fille était victime. Lorsqu'April avait emmené October à l'hôpital pour une deuxième fracture du bras, Christie avait d'abord refusé de l'accompagner. April avait dû la forcer à emmener la fillette voir un médecin. Il est fort probable que Christie savait que des violences avaient lieu et qu'elle essayait de dissimuler les blessures. À mon avis, Christie devrait également être poursuivie pour négligence, mais cela ne signifie en rien que David n'a pas maltraité October. Il a tout de même infligé un traumatisme crânien mortel à une fillette de 2 ans, ce qu'il a lui-même reconnu devant la police. Le procureur principal, John Parker, a décrit les arguments de la défense comme quelque chose qui ressemblait à un mauvais roman policier des années 30. Pour la défense, le meurtrier pourrait être n'importe qui, sauf la personne qui a admis avoir blessé l'enfant ce jour-là, a déclaré Parker. Il a dénoncé les tentatives de la défense de blâmer d'autres membres du foyer pour la mort d'October, qualifiant leurs arguments de « distraction ». Peut-être que vous n'aimez pas Christie, peut-être que vous n'aimez pas Kendall, peut-être que vous n'aimez pas David, mais ceci n'est pas un concours de popularité, a déclaré le procureur. Il n'y a qu'une seule personne qui a donné une série d'excuses absurdes, et cette personne, c'est David. Le ministère public a reconnu que Christie n'avait pas fait tout ce qu'elle aurait pu pour assurer le bien-être de sa fille, mais ils ont insisté sur le fait que ses échecs en tant que mère ne signifiaient pas qu'elle était celle qui avait tué October. De plus, il était impossible que Christie ait commis ce crime. Toutes les preuves montraient qu'elle n'était pas à la maison au moment où sa fille avait subi ses blessures mortelles. Parker a déclaré devant le tribunal « Christie est une cible facile pour les critiques, mais elle n'était pas là. Point final. Vous pouvez la détester ou l'aimer, mais rien de tout cela ne change le fait qu'elle n'était pas là lorsque les blessures ont été infligées. » Le ministère public a également admis que Kendall n'avait pas été totalement honnête lors de ses premiers interrogatoires par la police, mais ils ont rejeté l'idée que ces mensonges étaient liés à sa culpabilité ou à son innocence dans cette affaire. « Je vous demande de réfléchir aux raisons », a déclaré Parker. Il a menti pour protéger son frère. Il était dans une position où il détenait des informations qui faisaient de lui un témoin clé contre David. Plutôt que de se concentrer sur d'autres suspects potentiels, Parker s'est appuyé sur des faits incontestables. Il ne faisait aucun doute que David Hislop avait menti lors de ses interrogatoires, et le ministère public a soutenu qu'il l'avait fait pour dissimuler la vérité. Réfléchissez à la façon dont son récit a changé. Et pourquoi, a déclaré Parker. Chaque fois qu'il était confronté à de nouvelles preuves, sa version des faits s'adaptait. Le ministère public a également contesté l'histoire de David, selon laquelle il aurait accidentellement laissé tomber October et que la fillette se serait cogné la tête sur le sol en béton. Parker a souligné qu'une personne innocente qui aurait laissé tomber un enfant par accident et soupçonné une blessure grave aurait immédiatement appelé les secours. Une personne innocente en état de panique appelle immédiatement les secours. Des accidents arrivent, les gens les signalent, mais lorsqu'une personne blesse quelqu'un intentionnellement, elle tente de dissimuler sa responsabilité, déclara Parker. Le ministère public insista sur le fait qu'il était impossible que les blessures d'October soient le résultat d'un accident,
compte tenu des multiples fractures de la colonne vertébrale, des ecchymoses sur tout son corps, ainsi que des hémorragies et des gonflements du cerveau. Après un procès d'une semaine, plus de 60 personnes se rassemblèrent dans la salle d'audience pour entendre le verdict. David fut reconnu coupable d'avoir infligé les blessures mortelles à October. Le jury estima qu'il était responsable des lésions cérébrales ayant conduit à sa mort, malgré les tentatives de ses avocats d'insinuer que plusieurs personnes auraient pu lui faire du mal. Dès que le greffier lut le verdict, les deux parents d'October éclatèrent en sanglots, tout comme David. Il fut conduit hors de la salle d'audience en menottes, toujours en pleurs. Le père d'October, Michael, décrivit le verdict comme « un poids soulevé de sa poitrine ». Il se réjouit que David n'ait pas été condamné à la peine de mort. Il estimait que cela aurait été trop facile pour lui. Il voulait que David croupisse en prison et réfléchisse à ce qu'il avait fait. Lui et Christy avaient à peine échangé depuis la mort d'October, gardant leurs familles respectives à distance pendant leur deuil. Mais jamais Michael n'avait envisagé la possibilité que Christy puisse être la meurtrière. « Je connais Christy depuis longtemps », répondit Michael aux allégations de la défense. « Je ne peux pas imaginer qu'elle ait maltraité ses propres enfants. » Christy ne fit aucun commentaire sur le verdict, mais avant de quitter la salle d'audience, elle serra dans ses bras le procureur John Parker. Parker déclara qu'il se sentait soulagé et satisfait du verdict. « Cela apporte justice à un enfant qui n'aurait jamais dû mourir », affirma-t-il. « Désormais, notre communauté peut continuer à travailler pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. » Après le procès, April Hall accorda une interview dans laquelle de nouveaux détails sur l'affaire furent révélés. L'inaction du Centre de protection de l'enfance et de la famille provoqua l'indignation du public et beaucoup les qualifièrent de complices dans cette affaire. Il était évident que les travailleurs sociaux avaient menti et leur absence d'intervention avait directement conduit à la mort d'October. Rachel Zins ne travaillait plus pour l'État du Montana. Elle était désormais assistante sociale dans une maison de retraite. Les déclarations d'April mirent également davantage en lumière le rôle de Christy dans la dissimulation des abus. Même si Christy méritait probablement une certaine forme de sanction pour son implication, cela ne signifiait pas pour autant que David avait reçu une peine plus sévère qu'il ne le méritait. C'est lui qui avait brutalement tué une fillette de 2 ans et il était désormais là où il devait être. L'absence de condamnation pour Christy ne signifiait pas que la peine de David était excessive. Le détective Scott resta convaincu de la culpabilité de David et ne douta jamais que la bonne personne avait été condamnée. « J'aurais voulu qu'il prenne 100 ans de prison », déclara-t-il, qualifiant David de monstre. Il a infligé à October une peine de mort en la laissant souffrir pendant 3 heures, ajouta-t-il. En juin 2012, le souhait du détective Scott fut exaucé. David fut condamné à 100 ans de prison. Il ne pourra plus jamais faire de mal à un autre enfant. Après l'annonce de la sentence, Michael Arndt fit une déclaration. « Une peine juste pour ce monstre. Je n'aurais pas pu mieux dire.